population de Cotonou. Elle est là. Radio Cotonou. Votre radio est là. Restez désormais câblés sur la 94.3. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Auditrices et auditeurs de la 94.3 Radio Cotonou, bonjour à vous. Bienvenue à ce numéro de la Dominicale de Vérité Franc-Parler. Il y a mascarade, il y a fraude, il y a tripatouillage. Des expressions que le Haut Commissariat à la prévention de la lutte contre la corruption, la prévention de la corruption, j'allais dire, ne souhaiterait pas enregistrer au terme des élections générales de 2026 au Bénin. Par conséquent, l'institution se lève tôt pour engager la sensibilisation. Le pari est d'aller, et donc de contrée en contrée, pour un message fort. Vendre ton vote, c'est vendre ton avenir. Sur Franc-Parler, le concept sera développé et notre invité de ce dimanche nous dira ce que fera son institution, le HCPC, pour les élections sans tâche en 2026. Tout en rappelant les faits de corruption de façon générale, nous mettrons l'accent sur ceux qui concernent, bien entendu, les élections dans notre pays, le Bénin. Et justement, nous allons recevoir Monsieur Étienne Badou. Il est le chef de service des études, de la formation et du suivi évaluation au Haut Commissariat à la prévention de la corruption HCPC. Bonjour à vous, Monsieur Étienne Badou. Bonjour, Monsieur Honoré Mahon. Merci d'avoir accepté à nouveau l'invitation de Radio Cotonou. Merci beaucoup. Voilà. À la mise en onde de cette émission, Ghislain Agbangba, à la prise de vue, Job Chikpe, et à la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Le standard sera ouvert dans une quarantaine de minutes pour vous permettre, chers auditrices et auditeurs, de poser vos questions au numéro 01 68 87 67 00 ou le 01 50 52 52 73. Vous pouvez aussi déposer vos questions via WhatsApp sur le numéro 50 52 52 73. À nouveau, bonjour à vous, Monsieur Étienne Badou. Bonjour également à vous, le plaisir est partagé. Vous êtes donc habitué déjà à nos locaux. C'est la deuxième fois que vous venez sur. Oui, c'est un plaisir de vous recevoir. Je le précisais tantôt, vous êtes le chef service des études, de la formation et du suivi évaluation du HCPC. C'est bien ça? C'est bien ça. Le titre n'a pas changé? Non, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. D'accord. Pour démarrer cette émission, je voudrais bien que vous puissiez rappeler donc à ceux qui nous écoutent la mission du Haut Commissariat, comment dirais-je, à la prévention de la corruption. Quelle est la mission? Merci beaucoup, Monsieur Honoré Naoum. Bonjour, chères auditrices et chers auditeurs de Radio Cotonou. Je me dois de vous remercier pour adresser cette invitation à notre institution ce matin pour venir partager avec vous le contenu de l'initiative que nous avons prise d'aller sur le terrain à partir du lundi prochain à travers un projet que nous avons initié et qui est intitulé « Vendre ton vote, c'est vendre ton avenir ». On va y arriver. On va y arriver. Tout en détail. Voilà. Donc, le Haut Commissariat à la prévention de la corruption a été créé par la loi numéro 2020-09 du 23 avril 2020 qui lui a confié comme mission de suivre la mise en œuvre au sein des institutions et administrations de l'État des mesures de lutte contre la corruption, d'initier et de mettre en œuvre des actions de prévention de la corruption dans le secteur public comme privé. Et à cet égard, j'ai beaucoup apprécié votre introduction puisque vous avez rappelé un certain nombre de discours, un certain message, disons, la déclaration d'une autorité de ce pays et vous avez dit que le Haut Commissariat n'entend plus que cela se répète. Cela est important et c'est ce qui justifie notre action justement. Donc dans le cadre des élections, nous avons voulu aller sur le terrain pour sensibiliser nos concitoyennes et nos concitoyens sur la nécessité de gérer ce processus avec intégrité et transparence pour faire en sorte que tout se déroule normalement pour le bien de notre pays. D'accord.
Si on prend aujourd'hui le Haut Commissariat de façon globale, de façon générale, sans même focaliser encore l'attention, bien entendu, sur les élections, on va y venir. Alors, quels sont les faits possibles de corruption qui vous préoccupent au niveau du Haut Commissariat? Nous n'avons pas un focus sur un type de corruption. D'accord. Un fait de corruption est un fait de corruption, quel que soit le type, quelle que soit la forme, quel que soit le niveau en termes de montant mis en jeu, cela nous interpelle. C'est-à-dire que nous soyons dans l'aspect public ou que nous soyons dans l'aspect privé, puisque à l'énoncé de la mission tout à l'heure, vous devez avoir constaté que le Haut Commissariat à la prévention de la corruption est compétent pour intervenir autant dans le secteur public que dans le secteur privé. Donc tout agissement tendant à corrompre les règles, à distorser les règles, à distance les règles du jeu telles que édictées par les lois de la République, cela nous intéresse. Et à cet égard que nous parlions de petites corruptions aux abords des routes ou au niveau des services publics, comme pour dire un peu déposer cailloux sur un dossier pour que cela ne s'envole point, etc. Ou la grande corruption dans les marchés publics, c'est-à-dire qu'à raison de grands montants, de fortes sommes d'argent, cela interpelle le Haut Commissariat à la prévention de la corruption. Donc nous n'avons pas une focalisation sur un type de corruption, un type de fait particulier, mais nous devons avoir un regard vraiment transversal sur tout endroit où se trouverait ou pourrait se commettre un acte de corruption. C'est d'ailleurs pour ça qu'on vous avait donc vu très vite à l'œuvre quand une déclaration d'un ministre en charge de l'énergie, et je rappelle que sur ce plateau, vous étiez là pour nous en parler. Tout à fait. On peut dire que vous êtes vraiment dans cette dynamique, c'est pourquoi vous avez sauté donc sur cette actualité. Voilà, vous avez bien compris, monsieur le journaliste. D'accord. Et j'en profite d'ailleurs pour vous poser la question, après on a su qu'effectivement, il n'y avait rien à se mettre sous la dent. Voilà. Vous avez conduit donc cette mission. Est-ce que vous pouvez nous en parler rapidement, nous faire un point avant de poursuivre sur cette émission? Merci Ça beaucoup. permettra quand même aux auditeurs de comprendre ce que vous aviez eu à faire au cours de cette période. Suite aux allégations du ministre Akpouna à l'époque, effectivement, le Haut Commissariat à la prévention de la corruption avait mis en place une commission multidisciplinaire composée de personnes ressources compétentes qui ont eu à travailler pendant 30 jours. Tel que cela a été prescrit dans les thèmes de référence de la mission qui leur a été confiée. Le rapport a été effectivement déposé au commissaire le 31 juillet et le 7 juillet et le 7 août, nous sommes descendus, nous avons organisé une conférence de presse pour divulguer le contenu du rapport de la commission de vérification. C'est une commission indépendante, je voudrais le rappeler, qui a travaillé en toute indépendance et qui a produit son résultat. Au terme de ces travaux, la commission est parvenue à la conclusion qu'il n'y avait pas matière, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de cas de détournement de deniers publics dans la gestion des dossiers, des projets d'investissement en eau et en énergie électrique dans la ville de Parakou de 2016 à 2025, contrairement aux allégations du ministre. Donc, de ce point de vue, il apparaît qu'il y a un certain nombre de choses, puisque la machine n'est pas totalement, c'est-à-dire même s'il n'y a pas eu de corruption, de fait de corruption, quand même dans la vérification du dispositif institutionnel qui a été mis en place pour prévenir la corruption, nous avons trouvé qu'on peut corriger un certain nombre de choses et des recommandations ont été faites au ministère que nous, au niveau du Haut Commissariat, nous allons suivre pour que nous assurer que tout est en place, pour que effectivement, puisqu'il n'en a pas eu maintenant, à l'avenir également, il n'en aura point. D'accord. Voilà. Donc vous assurez sur ce plateau que la veille est maintenue. La veille est maintenue par rapport à ça, sur ce dossier non seulement, mais nous également, au-delà de ce dossier, le Haut Commissariat s'intéresse déjà à un autre... a pris déjà la décision de s'intéresser à une autre structure. Pas parce que nous avons eu vent de quoi que ce soit, mais à titre anticipatoire, dans une perspective préventive, pour faire en sorte d'aller vérifier un peu les dispositifs au niveau de cette structure quand même qui brasse des montants assez élevés. Donc nous avons voulu aller checker le moment venu, ce serait fait d'ici dans les semaines et mois à venir, et nous aurons le bonheur de revenir sur ce plateau pour partager cela avec vous. Voilà, donc on peut dire que vous êtes totalement fier de savoir qu'il y a une institution où vous participez également pour la prévention de la corruption. Tout à fait.
tout à fait. Donc les autorités ont bien fait, c'est ça? C'est un travail exaltant. Et de mettre l'accent sur la prévention. Sur la prévention, et vous m'offrez à nouveau l'occasion de revenir un peu sur la justification de la création du Haut Commissariat. Qui vous souviennent de façon globale que quand nous parlons de corruption, c'est une thématique qui concerne tous les pays du monde entier et tous les dirigeants à tout niveau, tous les dirigeants depuis la cession de notre État, de notre pays à la souveraineté internationale en 1960 a pris un certain nombre de mesures. C'est pourquoi il y a eu des commissions qui ont été mises en place après dans les années 60. Nous avons eu également des commissions ad hoc qui ont été mises en place au début du renouveau démocratique. Mais nous avons au plan institutionnel, c'est en décembre 1996 que nous avons mis pour la première fois en place une institution à charge de traquer la corruption. Et c'était la cellule de moralisation de la vie publique qui a été dirigée par Madame Anna Jaïs Sika de vénérable mémoire, et que paix soit sur elle, qui a dirigé cette institution durant 10 années. Mais en 2004, il y a eu la création de l'Observatoire de lutte. Je voudrais faire l'emphase sur la terminologie lutte. Après l'Observatoire qui a été remplacé en 2013 par l'Autorité nationale de lutte, encore une fois lutte, il y a eu un bilan, il y a eu un diagnostic qui a été posé et le diagnostic a montré qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Il vaut mieux mettre l'accent sur les mesures pour éviter la survenue des actes. Parce que quand les actes surviennent, il est difficile de corriger. Même si vous emprisonnez les gens, il n'est pas évident que vous puissiez recouvrer les montants qui auraient été détournés. Donc, le gouvernement, les pouvoirs publics ont initié cette réforme. Donc, c'est une option qui a été faite par le gouvernement à travers un projet de loi introduit à l'Assemblée nationale qui a été adopté par les députés le 20 avril 2020 et qui a été promulgué par le chef de l'État, a ainsi entériné la création du Haut Commissariat à la prévention de la corruption. Donc, nous travaillons beaucoup plus sur la prévention. Il y a d'autres organes qui existent, qui sont là. Par exemple, la brigade économique et financière qui est dans la détection des actes de corruption. Nous avons la CRIET qui est l'organe juridictionnel, l'institution juridictionnelle qui sanctionne dur conformément au test. Ce n'est pas de la fantaisie, donc c'est conformément au test que la CRIET sanctionne les contrevenants aux normes. Donc, nous, au niveau du Haut Commissariat, nous sommes dans la prévention. Donc, comment amener les citoyens, comment amener les différentes institutions, les différentes structures et administrations publiques à fonctionner de façon transparente pour boucher et fermer toute porte de commission d'actes de corruption. Donc, voilà un peu le mal à la racine, c'est ça? Voilà, couper le mal à la racine, travailler, et c'est ce qui fait que au niveau du Haut Commissariat à la prévention de la corruption, nous faisons en matière de stratégie d'éducation communautaire, nous mettons l'emphase sur la couche juvénile. C'est pourquoi vous vous rappelez que dans les mois d'avril et de mai dernier, nous avons sillonné 4 départements. Nous étions dans le plateau, nous étions dans l'Ouémé, nous étions dans les collines, nous étions également dans le Borgou, où nous avons sensibilisé différentes parties prenantes, notamment les écoliers, les élèves et les étudiants des universités sur les méfaits de la corruption sur le développement socio-économique de notre pays. C'est vrai qu'à l'occasion, nous avons eu l'occasion d'échanger, l'opportunité d'échanger avec d'autres groupes cibles, notamment les communautés de façon générale, les organisations de la société civile, les associations de femmes, les groupements d'artisans, de commerçants, etc., avec qui nous avons partagé la nécessité d'un reformatage du matériau humain, du concept du mind, de la mentalité, parce que si nous n'arrivons pas à toucher la mentalité, nous ne pouvons pas produire plus tard un changement, obtenir plus tard un changement de comportement. Or, si nous arrivons déjà à toucher la mentalité, c'est-à-dire que déjà les gens sont convaincus que ce que nous faisons, les actes que nous posons au quotidien peuvent nous amener dans le décor un jour. Si chaque citoyen est convaincu de ça, petit à petit, au fil des années, au fil des décennies, nous allons assister à un changement de comportement. Et là, nous allons voir qu'effectivement, que ce soit dans les standards internationaux, comme ce à quoi nous assistons aujourd'hui, où le Bénin, de plus en plus, d'année en année, améliore son score dans les standards internationaux, notamment, par exemple, le rapport de Transparency International, par exemple. Donc, si nous allons cela nous montre que nous sommes en train d'aller dans le bon sens et que nous devons de plus en plus travailler à la base, tuer le serpent
dans l'œuf, de telle sorte que nous puissions créer un environnement vraiment vertueux au plan national qui fait que le Béninois qui naît aujourd'hui est amené, est formaté dans un environnement où il ne peut que produire la vertu. D'accord. Merci beaucoup à vous pour ces précisions que vous apportez, bien entendu, au cours de cette émission. Un franc-parler de Radio Cotonou. Nous allons poursuivre et je cherche à présent à savoir, en période électorale, qu'est-ce qui vous concerne au commissariat à la, à la prévention de la corruption? Merci beaucoup. Vous avez eu à le dire tout à l'heure à travers la déclaration de cette personnalité. Oui. Il y a fraude, il y a corruption, il y a mascarade, il y a tripatouillage. Donc, donc ce sont déjà des actes constitutifs de corruption ou infraction connaissent, donc de fraude électorale et autres. Et il me plaît alors, dans le cadre de cette émission, de rappeler que le Haut Commissariat a compétence pour intervenir dans tout secteur de la vie économique nationale, de la vie nationale, y compris le domaine électoral. Donc ce que nous allons chercher dans le champ électoral, c'est de faire en sorte que les acteurs puissent fonctionner dans les normes. C'est-à-dire que soit les acteurs politiques, que soit le citoyen lambda, puissent être amenés à se comporter de façon vertueuse, à se comporter de façon pacifique, à faire les choses avec intégrité pour que, à la fin du processus, que le Bénin soit vraiment grandi. Donc nous avons la responsabilité d'éducation, nous avons la responsabilité d'appeler l'attention des différentes cibles sur la nécessité de faire les choses dans les règles de l'art pour que notre pays sorte grandi de ce processus électoral. Donc nous avons pour mission de veiller à ce que les actes de corruption ne surviennent pas dans le processus pour que nous ayons vraiment un processus sans tâche, conformément à l'intitulé de cette émission, avoir des élections sans tâche. Si c'est taché, ça veut dire qu'il y a eu corruption, ça veut dire qu'il y a eu fraude. Donc nous, au niveau du Haut Commissariat, nous devons veiller à ce que nous ayons un processus débarrassé de tout souillure, un processus débarrassé de toute tâche, un processus crédible, un processus pacifique qui honore le Bénin. D'accord. Quand on parle de tâches, quand on parle d'actes de corruption en période électorale, vous pouvez mettre l'accent sur quoi, par exemple? Voilà, merci beaucoup. Vous me permettez, sans dresser une liste exhaustive, quand même mettre l'accent sur un certain nombre d'actes constitutifs de corruption en période électorale ou bien de fraude électorale. Je voudrais parler, par exemple, de l'achat de votes. Nous avons souvenance quand même dans ce pays. C'est vrai que le phénomène a vraiment baissé. Ça, il faut le reconnaître, que les élections ont toujours été des occasions d'achat de conscience. C'est-à-dire que les acteurs politiques vont sur le terrain et c'est un marché. Les clients, c'est les électeurs. Donc, comment faire pour mobiliser le maximum d'électeurs, le maximum de clients? C'est leur préoccupation. Donc, ils se disent, il faut qu'on leur donne de l'argent. Et de l'argent se distribue. Je crois qu'on ne va pas faire économie de vérité ici. Tout le monde le sait. Qu'on soit acteur, il y a à gauche ou au milieu, ça là, tout le monde, nous sommes fils du pays et nous avons été acteurs des élections depuis des décennies, tout le monde en convient. Donc l'achat de vote est un acte de corruption. L'achat de démission d'un candidat, on peut amener un candidat à démissionner en l'achetant, tout simplement. Il y a la manipulation des bulletins de vote, il y a les fraudes lors du dépouillement. Il y a l'intimidation. Attendez, je voudrais marquer une pause sur l'achat d'un candidat. Donc, un candidat qui est dans la course, on peut l'acheter et il va dire, bon, je ne participe plus. Pour libérer la place à l'autre. Tout simplement, je ne participe plus. Il renonce. Il renonce. Voilà. Voilà. Donc, la manipulation des bulletins de vote, la fraude lors du dépouillement, l'intimidation des électeurs. On peut organiser un certain nombre de manœuvres dans une région, dans une circonscription qui est peut-être défavorable, créer des troubles, des menaces pour que les populations ne sortent point pour aller voter. Ou bien le jour même du vote, on peut organiser des troubles dans la zone pour faire en sorte que les bulletins de ce centre de vote ou bien de ce centre de troubles commandés soient invalidés. Parce qu'on sait que peut-être nous ne sommes pas en pole position dans ce centre de vote ou bien dans cette région. On fera tout pour organiser ça. Ça également est constitutif de fraude électorale. L'utilisation des ressources publiques pour financer les campagnes. Il est interdit. Le code interdit l'utilisation des biens publics pour aller battre campagne. C'est vraiment interdit. Il y a également le dépassement des comptes de campagne qui sont plafonnés par la loi. Il y a un plafond pour chaque type d'élection, mais il arrive que parfois les gens dépassent. Heureusement, la Cour des comptes est là pour veiller au grain. Donc, si vous permettez,
Ça là, c'est dans le processus de façon directe. Mais il peut y avoir certains actes partent déjà dès le début du processus, en partant même du recensement sur les listes électorales. Nous pouvons avoir le recensement sous de faux noms ou sous de fausses qualités. Cela arrive que les gens le fassent. Ou bien la falsification de documents pour se présenter même à l'élection. C'est ça. Ça peut arriver. Ou bien le vote malgré la déchéance du droit de vote suite à une condamnation judiciaire ou suite à une faillite qui a été prononcée sans réhabilitation. Quelqu'un qui a été déchu de son droit de vote, mais qui va voter, par exemple, ça c'est une fraude. Il y a l'altération, la soustraction ou l'ajout de bulletins. Je l'ai dit tout à l'heure, tout ça là fait partie un peu de tout ce qui est fraude lors du dépouillement. Il y a 50 votants, voilà. Mais on découvre après qu'il y a 100 votants. Voilà. Ajout de bulletins ou altération ou soustraction. Utilisation de fausses nouvelles. Je l'ai dit tout à l'heure, de calomnie ou autre manœuvre frauduleuse pour soustraire ou détourner les suffrages afin de déterminer les électeurs à s'abstenir de voter. Donc, la liste est tellement longue. Mais vous me permettez, dans une perspective pédagogique, de faire l'emphase sur un certain nombre de dispositions du Code pénal. Allez-y. Vous avez le temps. Merci Je vous donne le temps d'aller en profondeur. Voilà, d'aller en profondeur. Parce que nous avons quand même un rôle d'éducation. Et il faut arriver à convaincre les citoyens et tous les acteurs de façon générale que nous avons dans notre pays une législation, nous avons des textes qui sanctionnent un certain nombre d'agissements que nous venons de lister. D'accord. Premièrement, quand nous prenons l'article 246 du Code pénal, l'article 246 du Code pénal dispose que celui qui, au cours d'une élection ou à l'occasion d'une élection, a acheté ou tenté d'acheter, de même que celui qui a vendu ou tenté de vendre un suffrage à un prix quelconque, sont privés de leur droit de vote, d'élection et d'éligibilité pendant 2 ans au moins et 5 ans au plus. Sont également condamnés chacun à une amende double de la valeur des choses reçues ou promises le vendeur et l'acheteur du suffrage. Ça veut dire que le parti politique, l'acteur politique qui vous donne de l'argent, vous qui êtes citoyen, vous qui êtes électeur et qui prenez, vous êtes également sanctionné. Donc, il ne faut pas que les citoyens pensent que c'est l'acteur qui donne qui sera sanctionné. Vous-même qui prenez, parce que quand nous parlons d'actes de corruption, il y a tout au moins 2 acteurs. Nous avons quelqu'un qui donne ou qui promet, et nous avons quelqu'un qui reçoit ou qui agrée. C'est ça. C'est important. La deuxième disposition du code sur laquelle je voudrais faire l'emphase ce matin, c'est l'article 247 qui dit qu'elle est punie d'un emprisonnement d'1 an à 2 ans et d'une amende de 200 000 à 500 000 francs. 1. Toute personne qui s'est fait recenser ou a tenté de se faire recenser lors du recensement électoral national sous de faux noms ou de fausses qualités ou a, en se faisant recenser, dissimulé une incapacité prévue par la loi ou réclamer ou obtenir son recensement 2 ou plusieurs fois. Le fait de se faire recenser plusieurs fois. Deuxième chose, toute personne qui, à l'aide de déclarations fausses ou de faux certificats, s'est fait recenser ou a tenté de se faire inscrire sur une liste électorale ou qui, à l'aide de moyens frauduleux, a fait inscrire ou rayer indûment un citoyen. Voilà également des manifestations de fraude électorale. Article 250. Celui qui... C'est qu'à ce niveau, par exemple, un étranger qui vient, qui utilise les stratégies pour se retrouver sur une liste électorale, peut être sanctionné. Également. Article 250. Celui qui déchu du droit de vote, soit par suite d'une condamnation judiciaire, soit par suite d'une faillite non suivie de réhabilitation, a voté soit en vertu d'un recensement électoral national antérieur à sa déchéance, est puni d'un emprisonnement de 3 mois à 6 mois et d'une amende de 500 000 à 1 million de francs CFA. Article 251. Quiconque a voté ou tenté de voter, soit en vertu d'un recensement électoral national obtenu frauduleusement, soit en prenant faussement les noms et qualités d'un électeur. C'est-à-dire là, il prend les noms et qualités d'un autre, il va voter à la place d'un autre. Il est sanctionné. Article 252. Quiconque étant chargé dans un scrutin de recevoir, de dépouiller, on parle des agents électoraux maintenant, donc de recevoir, de dépouiller ou de compter les bulletins exprimant les suffrages des citoyens, a altéré, soustrait
ou ajouter des bulletins ou une indication autre que celle inscrite sera puni d'un emprisonnement de 1 an à 5 ans et d'une amende de 500 000 à 1 million de francs CFA et ou d'une peine d'inéligibilité de 3 ans à 5 ans. Ça, c'est pour les agents électoraux. Voilà. Il faut bien compter. Il faut bien compter. Oui. Il faut bien faire le travail, normalement. Article 254. Ceux qui, à l'aide de fausses nouvelles, calomnies ou autres manœuvres frauduleuses, ont soustrait ou détourné les suffrages ou ont déterminé un ou plusieurs électeurs à s'abstenir de voter sont punis d'un emprisonnement de 1 mois à 1 an et d'une amende d'1 million à 5 millions de francs CFA. Article 255. Ceux qui, par attroupement, clameur ou démonstration menaçante, ont troublé les opérations de vote. C'est-à-dire que c'est le jour du vote, ils s'attroupent, ils menacent, ils organisent vraiment des violences, ils barricadent des voies pour empêcher les gens de sortir pour aller voter. C'est sanctionné par l'article 255 du Code pénal. Article 257, pour m'en arrêter, parce qu'il y en a à foison, il y en a. Quiconque pendant la durée des opérations s'est rendu coupable d'outrage ou de violence, soit envers le bureau de vote. Donc il y a des gens qui rentrent dans les bureaux de vote avec des machettes. C'est interdit. Le code prévoit que, à part les forces de défense et de sécurité, aucune autre personne n'est habilitée à rentrer dans un centre ou bien dans un bureau de vote avec une arme. C'est interdit. Article 258. La destruction, l'enlèvement frauduleux de l'urne contenant les suffrages émis sont punis d'un emprisonnement d'1 an à 5 ans. Je m'arrête là. Cette disposition de façon globale, c'est-à-dire qui règle tout ce qui a trait au crime et délits relatifs à l'exercice des droits civiques, partent des articles 243 à 266 du Code pénal. Donc, à partir de c'est à lire et comprendre pour éviter des déconvenues, parce que le non-respect de cette disposition sera sanctionné par le Code pénal. Il est important que les citoyens, à l'occasion de cette émission, et comme nous aurons certainement l'occasion de le dire quand nous serons sur le terrain, que chacun soit mis en face de sa responsabilité, que personne ne soit utilisé pour aller faire quelque chose par rapport auquel il se retrouvera seul face à la loi. Parce que si on te dit de faire, tu fais, c'est toi qui seras responsable. Voilà. Donc, à bien vous suivre. Hein. Voilà. Quand on recense un peu les infractions que vous venez donc d'évoquer, c'est qu'il faut faire attention sur un point. C'est que d'une manière ou d'une autre, il y a quelqu'un derrière qui pistonne. Forcément, il y a quelqu'un derrière qui pistonne. Parce que ça paraît quand même bizarre qu'un jour du vote, les gens se mobilisent dans des coins pour brûler, pour poser tel acte, pour barricader. Les auteurs, co-auteurs ou complices de ces infractions sont punis par le Code pénal. Donc, tous ceux-là qui restent dans l'ombre pour tirer les marrons du feu, ou qui chauffent sur les réseaux sociaux, ou qui commanditent ces actes pour dire allez faire. Quand vous aurez fait, nous faisons au niveau du Haut Commissariat l'emphase beaucoup plus sur l'éducation citoyenne pour amener chaque citoyen à agir en toute responsabilité. C'est vraiment important. Parce que si le citoyen est éduqué, quel que soit le discours que les uns et les autres tiendront, il saura que c'est lui seul qui sera en face, qui sera mis en prison le moment venu. C'est lui seul qui subira les déconvenus au moment venu. Il ne pourra pas s'absoudre et dire que c'est un tel qui m'a dit de faire. Non, la responsabilité pénale est personnelle. Donc, toute altération d'un édifice, d'un matériel électoral ou quelque commission d'actes de corruption relevant qui a été prévu et sanctionné par le Code pénal, effectivement, sera sanctionné. Donc, nous appelons au sens de responsabilité de nos concitoyens pour faire en sorte que personne ne puisse être mis, ne puisse se retrouver en travers de la loi. D'accord. Alors, au niveau du Haut Commissariat à la prévention de la corruption, les actes seront posés, vous l'avez bien signifié, à partir donc de lundi 10. Et nous allons donc vous voir sur le terrain, sillonner donc les coins et recoins pour véritablement porter une nouvelle. Je l'avais annoncé, vendre ton vote, c'est vendre ton avenir. Quels sont les actes concrètement que vous allez poser sur le terrain? Dites-nous. Merci beaucoup. À travers cette campagne, nous allons sillonner tous les 12 départements
Parce que nous parlons d'élections générales. C'est-à-dire que nous parlons de tous les types d'élections que nous pouvons avoir au Bénin. Oui. Nous parlons des élections communales, nous parlons des élections législatives, nous parlons de l'élection présidentielle. Oui. Donc, l'année 2026 est une année électorale où nous aurons peut-être 3 élections majeures. Donc, il est important que nous, au niveau du Haut Commissariat, nous descendions dans tous les départements du pays. Donc, il y a un calendrier qui a été élaboré, qui a été conçu et qui sera déployé par l'ensemble des équipes qui sillonneront tous les 12 départements et toutes les communes de notre pays pour faire en sorte que tous nos concitoyens puissent entendre le message, l'appel du Haut Commissariat à la prévention de la corruption à faire attention et à user de leur droit de vote en toute responsabilité et de façon pacifique. En toute responsabilité et de façon pacifique et avec intégrité. Cela est important. Vous avez bien fait de rappeler le titre de cette action. Vendre ton vote, c'est vendre ton avenir. Le titre à lui seul se suffit pour faire comprendre à nos concitoyens que ce qu'ils posent. Oh ben, c'est bien. Non, ce qu'ils posent. Je prends pour moi aujourd'hui, demain. Bon. Non. Vous prenez vous prenez pour vous aujourd'hui. Oui. Mais ce que vous prenez, dès lors qu'on aura les preuves de ce que vous avez pris pour vous, le code pénal est là pour se rappeler à votre souvenir que ce que vous avez pris indûment ne peut pas être pris indûment. Et je voudrais profiter de l'occasion pour rappeler que dans notre pays, tout ce qui est crime économique est imprescriptible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout au long de votre vie, que l'acte soit posé il y a 10 ans, 20 ans, ou il y a 30 ans. C'est au frigo. C'est au frigo. On aura le temps de réchauffer, de sortir ça et de le mettre dans le micro-ondes. Il suffit seulement que quelqu'un pense à vous. Il suffit que quelqu'un découvre. Oui. Et cela, vous pourrez être sanctionné. Même au-delà de votre mort, je dis bien, même au-delà de votre mort, si on arrive à rapporter la preuve de ce que les réalisations que vous avez, c'est-à-dire que les immeubles peut-être que vous avez érigés, que vous avez mis en location, votre maison de résidence, R+4 R+4 là, on peut venir prendre. La maison où vous résidiez, parce que vous n'êtes plus, mais peut-être que votre épouse et vos enfants, vos héritiers sont là. L'État peut faire main basse là-dessus et pouvoir vendre et recouvrer ses sous. Donc, il est important que l'attention de nos concitoyens soit attirée là-dessus. Les crimes économiques sont imprescriptibles. Donc, le Tchédjenambi, c'est ça, non? Oui, Tchédjenambi. J'ai pris pour moi. C'est ça, non? C'est pour moi. Oui. Pour moi, là, ce que vous appelez pour vous, là, n'est pas à vous. Si cela relève de l'État, cela n'est pas à vous. Donc, nous devons faire en sorte que, à travers nos séances de sensibilisation au niveau du Haut Commissariat, nous puissions appeler l'attention des citoyens sur ce qui est la préservation de l'intérêt général. Nous devons avoir ce que nous appelons la notion de l'intérêt général. C'est vraiment important. Donc, nous allons, comme je le disais, aller dans les 12 départements du pays, aller dans les différentes communes de notre pays pour que chaque citoyen de notre pays entende notre message et sache ce qu'il faut faire. Parce qu'il y en a parfois. C'est vrai que que la loi dit que nul n'est censé ignorer la loi. C'est ce que nous disons. Mais en vérité, nous avons la responsabilité au niveau de vulgariser. Nous avons l'obligation, la responsabilité d'appeler, d'éduquer. Nous avons la responsabilité d'éduquer, de conscientiser nos concitoyens pour faire en sorte que chacun puisse poser l'acte juste au bon moment. Parce qu'il y en a et il y en aura toujours qui, par ignorance, vont tomber dans les travers de la loi. Parce qu'on leur a dit, il faut faire ceci, ils ont fait inconsciemment, ils pensaient que bon, c'est le leader qui a dit, ben, c'est telle chose, tel ainsi ou bien tel leader qui a dit, je peux le faire, alors que c'est un acte qui est prohibé par la loi. Donc, il est important d'appeler l'attention de nos concitoyens là-dessus pour faire en sorte que chacun, quel que soit là où se trouve, quelle que soit la localité où se trouve sur le territoire national, puisse savoir ce qu'il doit faire. Quels sont les actes, quels sont les comportements qu'il doit adopter pour faire en sorte que ce processus électoral ne puisse pas le conduire en prison, que ce processus électoral ne puisse pas lui amener des difficultés, des problèmes existentiels demain. Donc il est important que d'élever le niveau de conscience de nos concitoyens pour faire en sorte que chacun puisse agir avec intégrité, avec conscience et avec responsabilité. Cela est important et c'est le message que nous voulons aller porter à l'ensemble de nos concitoyens pour nous assurer
que les choses vont se passer dans les règles de l'art pour nous assurer que, quel que soit le niveau où chacun se trouve, que chacun fera son travail, qu'on soit acteur politique, qu'on soit citoyen votant, citoyen électeur, chacun pourra faire son travail dans les règles de l'art pour faire en sorte que nous puissions finir ce processus dans la paix et dans la joie. D'accord. Vous regardez la télé comme nous, au niveau du Haut Commissariat, bien entendu, à la prévention de la corruption, vous suivez l'actualité. Jusqu'à présent, ce que vous avez observé, parce que quoi qu'on dise, le processus est engagé pour aller vers les élections générales de 2026. Est-ce que jusque-là, vous voyez quand même que les choses se déroulent bien, ou bien vous avez déjà identifié des actes de corruption, je n'en sais rien, vous allez nous dire. Merci beaucoup, monsieur Honoré. Est-ce que tout se passe bien pour vous? Je crois que jusqu'à ce moment, jusqu'à l'heure où nous parlons ici, globalement, les choses se passent bien. Vous n'avez pas encore entendu que quelqu'un a appris quelque chose ici? Entendu. Mais nous devons quand même dire, il est important de dire que, à la vérité, nous ne sommes pas encore rentrés dans le chaudron encore. D'accord. Du processus, c'est-à-dire les campagnes. Et comme nous serons sur le terrain, nous aurons l'occasion de voir, à travers nos relais que nous avons aujourd'hui au niveau du Haut Commissariat, nous avons un maillage national. C'est-à-dire que nous avons... Vous aurez les gens sur le terrain. Nous avons, au-delà de ce que nous sommes en train de faire comme action de sensibilisation actuellement, nous avons des démembrements au niveau de chaque département, au niveau des 117 communes. Je vous dis, au niveau des 117 communes de notre pays, nous avons des représentants, des relais qui sont nos yeux au niveau de chaque commune pour faire en sorte qu'il y ait des relais d'information. Ils peuvent être aussi corrompus. Non, vous savez. Non, les critères, il y a eu des critères qui ont présidé à leur choix. Donc, a priori, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas d'âme sur terre. C'est vrai qu'il peut y avoir des possibilités. Mais ce qui est clair, il y a eu des critères objectifs qui ont présidé quand même à leur choix. Est-ce qu'il y aura les gardiens des gardiens? Nous arriverons à avoir les gardiens et gardiens, mais pour le moment, nous avons les gardiens, nous avons des yeux, nos yeux sur le terrain qui sont nos relais au niveau des 117 communes qui feront les remontées d'informations nous permettant de savoir à temps réel ce qui se fait par un tel ou par un tel dans une localité de notre pays. Donc cela est important. Donc jusqu'à ce moment-ci, je peux vous le dire, nous n'avons pas encore parlé d'un acte de corruption. Mais je le dis, nous ne sommes pas encore entrés dans le chaudron de l'opération même qui commande véritablement lors des campagnes. Donc nous allons également être actifs, être regardants par rapport à cette séquence du processus électoral qui est une phase vraiment très importante où beaucoup de choses peuvent se passer, mais nous devons veiller au grain pour faire en sorte que, à travers nos démembrements dans nos relais, dans les 117 communes, que nous puissions avoir les relais d'informations nécessaires pour pouvoir juger, pour pouvoir analyser, pour pouvoir opiner et pour pouvoir communiquer autour. Vous avez suivi donc les dernières actualités concernant les élections où on dit par exemple qu'un parti politique a organisé ça. On a suivi donc la déclaration du procureur de la République sur des falsifications de pièces pour pouvoir donc rassembler les documents pour compétir. Comment vous regardez tout ça? Bon, nous regardons ça de façon très sereine et de façon institutionnelle. D'accord. Parce que nous, au niveau du Haut Commissariat à la prévention de la corruption, nous respectons la mission de chaque institution. C'est ça. La CRIET a fait, le procureur spécial a fait sa déclaration. Nous avons également assisté au communiqué, sinon à la déclaration également. Des directeurs des impôts. Des directeurs des impôts, mais également le communiqué, sinon la réaction de ce parti qui a été mise en cause. Donc pour le moment, nous restons attentifs, nous restons observateurs jusqu'à la fin, jusqu'à la décision qui pourra être prise dans ce dossier avant de pouvoir opiner. Donc nous laissons les institutions compétentes faire leur travail. Nous sommes dans la prévention. Ceux qui sont dans la détection et dans la sanction et dans la répression feront leur travail pour que les choses évoluent normalement. Est-ce que vous n'avez pas de signe d'alerte jusqu'à présent de ce que, il peut y avoir des pépins ou... Non. Pas forcément sur ce dossier, de façon globale, quand vous regardez le processus. Comme je l'ai dit tantôt, nous n'avons pas forcément des zones d'alerte pour le moment. Mais nous restons attentifs. Passons, n'ayons pas de langue de bois sur ce plateau. Oui, tout à fait. C'est pourquoi je le dis. Vous suivez comme nous, parce qu'on dit par exemple, si quelqu'un démissionne, si quelqu'un n'a pas remis son parrain, c'est parce que
par derrière, il a reçu de l'argent ou ceci et cela. Vous savez, quand vous entendez tout ça, nous ne pouvons pas faire l'apologie ou être le relais de rumeurs. C'est ça. Est-ce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, M. Honoré Naoum, est-ce que nous avons les preuves des allégations? Parce que jusque-là... Preuve, c'est la rançon du droit. La preuve est la rançon du droit. La preuve, c'est un principe cardinal du droit. La preuve est la rançon du droit. Si vous n'avez pas la preuve, vous n'avez pas le droit de votre côté, malheureusement. Donc, il faut avoir... C'est pourquoi ici, quand nous étions venus ici, dans le cadre du dossier du ministre Akona, nous avons dit que c'est des allégations. Et c'est ce qui nous a permis de fouiller. Et à la fin, nous avons eu les résultats. Parce que si le Haut Commissariat s'était précipité pour dire oui, il y a corruption, aujourd'hui on serait où? Non, c'est de cela qu'il s'agit. Donc nous devons être assez responsables, assez mesurés et travailler dans la discrétion. Laisser chaque institution compétente faire son travail et nous permettre d'aviser à nous qui sommes dans la prévention. D'accord. Voilà. Merci beaucoup à vous. Vous allez revenir donc après les auditeurs pour répondre à leurs questions et envoyer donc quelques messages poignants à l'endroit de tous les acteurs qui sont bien entendu impliqués dans ce processus. Oui. On va commencer à recevoir les auditeurs sur ce plateau qui vont donc livrer leurs questions et on reviendra pour les réponses. Je rappelle les numéros pour pouvoir intervenir sur cette émission. 01 68 87 67 00 ou le 01 50 52 52 73. Ceux qui n'arrivent donc pas à avoir la ligne peuvent donc déposer leurs questions par WhatsApp 50 52 52 73. Premier intervenant, bonjour. Bonjour, monsieur Honoré Naoum. Oui, bonjour, monsieur Liamidi Koumayon. Bonjour, monsieur Étienne Badou. Oui, bonjour, monsieur Liamidi. Soyez les bienvenus encore. Merci beaucoup. Oui. Moi, je dirais que vous avez... Enfin, je veux mettre en exergue ça là, en exergue. Vous avez eu vent sur les réseaux sociaux le dossier de monsieur Malekossou Yakoubou et certains qui ont pris des marchés publics et abandonnés. Je ne vous vois pas couper le mal en la racine. Pourquoi? Où étiez-vous quand certains intimides montraient leur prépondérance et aujourd'hui vous voulez prévenir? Est-ce que vous pouvez maîtriser et aménuiser les actions nocturnes des leaders politiques et leurs valets? Ils sont du moins en train d'étudier ou ils ont déjà leur plan. Comment faire pour déjouer leur plan pour que cette élection ne soit pas tachée? De geler alors leur système machiavélique et biscornu. D'aller assister les mariages, enterrements, soutenances, et baptême, etc., etc. Parce qu'ils vont commencer bientôt. Comment faire maintenant pour connaître? Parce que vous avez dit que vous avez préparé déjà des trucs. Ils seront complices, c'est vos agents. Ils seront complices, ils vont prendre aussi des enveloppes et prendre des cadeaux, prendre ceci, prendre cela, pour pouvoir entacher cette élection. Donc je vous demande d'être vigilant, parce que moi je suis béninois, je fais ma veille citoyenne sur tout le terrain. Et faites beaucoup attention. Je vous remercie. Merci. À dimanche prochain. Voilà, merci à vous, Liamidi Koumayon. Auditeur Ali, bonjour. Excellence, monsieur le journaliste Benjamin Honoré Naoum, bonjour. Bonjour, Sébastien Yankossou, c'est ça? Oui, c'est lui. Nous vous écoutons.
Je salue votre invité, M. Étienne Badou. Oui, bonjour, M. Nyakosu. Vous êtes chef service des études de la formation et du suivi évaluation. Oui. Ma première préoccupation pour vous, qui cherche encore l'HCPC dans les élections quand on sait que dans nos lois, depuis un bon moment, que la Sénat, la Cour constitutionnelle, le ministère de l'Intérieur pour la sécurité et les OSC, c'est-à-dire les organisations de la société civile, seront tous sur le terrain pour surveiller les élections, pour voir tout ce qui se passe. Et il y a faute, on peut les souligner. Et voilà encore vous qui s'ajoute à toutes ces structures que je viens de citer. Et tout ça là, à part la société civile, vont émerger. Tous ceux-là vont émerger pour notre petite caisse de l'État. Est-ce que ce n'est pas encore trop? Parce que nous, dans la société civile, c'est la veille citoyenne qui est notre credo et nous luttons pour que la caisse du Bénin ne soit pas fermée. Pourquoi vous encore de ce côté? Deuxième préoccupation, comment pouvez-vous contrôler les hommes politiques quand on sait qu'en politique, les hommes politiques ne font rien sans l'argent? Parce que le journaliste vous a posé la question, vous avez dit que tant qu'on n'a pas de preuves, que vous ne pouvez pas agir. Mais quand même, dans ce pays, fait Madame Vieira Roger Togo avait dit pour réviser la constitution qu'elle lui a reçu. Il a reçu 5 millions, il a dit publiquement, tout le monde l'a entendu. Mais rien, personne n'a bougé, aucun député n'a démenti. Elle-même qui avait dit ça en ce moment, personne ne l'avait interpellé. Mais nous sommes là, et dans la tête de tous les Béninois, c'est dans la tête de tous les citoyens, tout le monde sait que c'est comme ça. Mais nous ne pouvons pas avoir des preuves, parce qu'il y a des choses qui se passent, mais nous ne pouvons jamais avoir des preuves. Voilà comment on peut faire pour éliminer tout ça là. Ma dernière préoccupation, élection présidentielle en vue. Est-ce que pour garder nos sous dans la caisse, est-ce qu'il n'est pas mieux de chercher une loi pour consacrer le ministre Robia Louadagi que d'aller aux élections qu'on sait déjà que c'est lui qui va gagner? Comment vous pouvez dire ça, Sébastien Nyakosu? Bon, déjà... Vous êtes un leader d'opinion quand même, non? Vous prenez la parole. Comment vous pouvez dire qu'on n'organise pas les élections, on va consacrer quelqu'un comme élu? Je ne suis pas d'accord. Je ne vous accompagne pas dans ce message. D'accord? J'ai retiré oui, c'est même mieux pour moi. Ah, d'accord, j'ai retiré le contenu. Merci, bon dimanche à vous. Et donc, la dernière question n'est pas retenue. Donc, sur ce plateau, nous poursuivons cette émission avec quelqu'un d'autre. Bonjour. Oui, monsieur Naou, notre avocat. Oui, Paul Chaudaton. Que Dieu te protège et je donne 1000 sur 1000 à ton invité. Merci beaucoup. C'est à nous d'écouter tout ce qu'il est venu développer sur ton antenne ce matin et de nous conformer pour ne pas avoir de soucis. Je te salue, hein. Continuez dans ce sens à sensibiliser la population que nous sommes pour ne pas aller tomber sur le coup de la loi. Puisque la gouvernance actuelle, depuis qu'ils ont pris ce pouvoir-là, je vois que ceux-là ne sont pas en train de laisser la place à l'impunité. Et ils sont en train de nous discipliner à ne pas toucher les fonds de l'État et de se comporter autrement. Et je pense que si tout le monde dit conforme, il n'y aura pas de souci. Ne demandez pas à celui qui est sur le plateau aujourd'hui d'aller chercher une aiguille dans une boîte de foin. Tout ce que vous avez dit sur l'antenne ce matin, c'est bien rentré dans nos oreilles. Et je pense que vous êtes venus nous éduquer à ne pas aller tomber sur le coup de la loi. Ils sont en train de nous discipliner aussi déjà au niveau des campagnes. Vous allez constater que les campagnes aujourd'hui ne sont plus les campagnes d'hier, là où l'argent coule à flot. Ça a commencé à changer. Et les regroupements aujourd'hui nous disciplinent déjà. Donc si quelqu'un veut faire autrement, il doit savoir que vous êtes l'œil sur le terrain et les oreilles et doit changer son comportement pour ne pas aller tomber sur le coup de la loi. Moi j'ai compris ça et je n'ai pas de soucis depuis quelques années jusqu'à maintenant. C'est à d'autres de comprendre ce que vous êtes venus développer ce matin et ne pas avoir de soucis. Moi, je n'ai pas de questions pour vous. Je suis venu vous accompagner. Merci. Et vous dire à nous de vous écouter pour être tranquille dans la République. Merci. Merci à vous, Paul Chaudaton. Nous poursuivons. Bonjour. Oui, monsieur Naoum, bonjour. Bonjour. Taoufik Aklopano. Voilà, vous reconnaissez bien la voix. Taoufik Aklopano, je suis. Nous vous écoutons.
Et je salue votre invité, M. Badou. Oui, bonjour, M. Taoufik. Bonjour, oui. Voilà. Et j'ai quelques petites questions à vous poser rapidement, puisque le temps est déjà parti. Allez-y. Et tout à l'heure, vous aviez eu à énumérer bon nombre d'articles qui sont conservés au niveau de la partie pénale du livre et que nous appelons le code électoral. Le code pénal. Le Haut Commissariat à la prévention de la corruption, sur quoi il veut sensibiliser les citoyens. Je veux, et sur quel menu, et quel est le menu sur lequel il veut parcourir, il veut chercher à parcourir les 12 départements et sensibiliser les citoyens. Ça, c'est ma première question. La deuxième question, et si on veut parler de la corruption en période électorale, et qui est le premier acteur? Vous aviez tout à l'heure énuméré que souvent, s'il veut y avoir corruption, c'est entre deux individus. Mais le pauvre qui est chez lui, qui n'a pas encore eu 1000 francs pour pouvoir préparer une petite chose à sa famille, le jour d'élection, on est venu chez lui avec des liasses de billets. On lui dit, là où il a dit au bureau de vote, et on lui dit, à la fin de son retour, il n'a qu'à faire une capture d'écran. Il fait la photo avec... parce que vous savez, quand vous mettez le cachet sur le logo du candidat, vous êtes seul dans l'isoloir. Avec votre portable, est-ce que le code électoral a interdit l'utilisation des portables Android? Parce que ce qui s'est passé en 2021, on en a eu connu, on a connu beaucoup de choses, monsieur Etienne. Est-ce que le code a interdit l'accès des portables smartphones Android dans l'isoloir parce que vous êtes seul avec les cachets, les bulletins de vote? Ça, c'est la deuxième question. Et la troisième question, le HCCPC, vous êtes combien à chapeauter, à être dans cette institution? Est-ce que vous pouvez y arriver? Parcourir les 12 départements. Parce que qui dit 12 départements, dit 546 arrondissements. Vous voyez, donc c'est un peu difficile. Quelle est la stratégie que vous voulez utiliser? Est-ce que le HCCPC ne peut pas aussi mettre les leaders d'opinion aussi en masse, c'est-à-dire dans le jeu, pour que cette sensibilisation, on puisse atteindre l'objectif avant que les élections de 2026 ne viennent? Merci beaucoup et bon dimanche à vous. D'accord. Bon dimanche à vous aussi, hein, Théophile Aklopanon. On va prendre... Bonjour. Oui, bonjour, l'intrépide journaliste Honoré Benjamin Naoum. Ayonou Lucien. Oui, Ayonou Lucien, depuis Sylvie. Je salue votre invité. Bonjour l'invité. Oui, bonjour monsieur Lucien. Et je voudrais vous dire, pensez-vous que cette campagne de sensibilisation seule suffirait pour mener cette lutte de fraude électorale avec efficacité? Sinon, quels moyens disposez-vous? Quand je parle de moyens, je fais allusion aux ressources humaines. Et pour faire échec aux actes de corruption sur le terrain, est-ce que vous avez l'effectif qu'il faut pour la couverture au plan national? Puisque le cas qui est souvent récurrent dans notre pays, les jours des élections, c'est l'achat de confiance. Et c'est même les candidats qui sont les commanditaires qui envoient des gens sur le terrain avec de l'argent. Et ceux-là se cachent quelque part pour recevoir les électeurs et leur donnent des consignes de vote moyennant payant avant qu'ils n'aillent dans les isoloirs. Et d'autre côté, la question que je voudrais vous poser, est-ce que votre lutte est rétroactive? Puisque certains citoyens pensent aujourd'hui que votre lutte est à double vitesse. Et il y a des dossiers de manifestation qui se trouvaient dans les tiroirs avant l'arrivée, la création de votre organe. Mais ces dossiers sont toujours là. Mais vous ne dites rien. Parmi ces dossiers, c'était au Saint-Pat, Maria Gleta et autres, même anciens chefs de l'Assemblée nationale. Les citoyens se demandent si vous ne pouvez pas faire quelque chose pour qu'on puisse mettre ces dossiers à la disposition de la justice pour rendre gorge à ces prédateurs-là qui ont mis l'économie de notre pays. Pourquoi que au moins ça serve à faire autre chose dans le pays? C'est là l'inquiétude des citoyens. Ils veulent vraiment savoir ce qui se passe là. Et agréable journée à vous. D'accord, merci. Merci beaucoup. Bonne journée dominicale à vous. Ayonou Lucien, quelqu'un d'autre est là? Sinon, on va revenir au plateau pour... On va prendre le tout dernier bonjour. Monsieur
Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Bonjour Hugues Akpovi. Merci mon frère. Sois béni. Amen. Je salue votre invité. Oui, bonjour monsieur Akpovi. Oui, seulement que je suis un peu déçu parce que je pense que vous êtes venu un peu tard. Parce que ces informations, ces sanctions qui sont dans les tests devaient se lire depuis tôt. Parce que aujourd'hui, le Béninois, il y a quelques Béninois qui sont un peu illettrés. Et si les informations ne viennent pas tôt, ça pose problème. Et je pense que la sensibilisation que vous avez à faire doit se faire vraiment et très bien. Et vous devez mêler les auditeurs fidèles à toutes les radios pour que cette sensibilisation-là passe à l'oreille de tout le monde. C'est ma préoccupation. D'accord. Et c'est tout pour que les élections soient une fête. Les élections doivent être une fête pour le peuple béninois. Nous n'avons pas aucun pays à aller se réfugier. Nous sommes dans notre propre pays, nous voulons rester dans notre propre pays pour évacuer à nos préoccupations. C'est pourquoi j'ai dit que les informations que vous nous emmenez aujourd'hui, les pièces que vous venez de nous lire, je pense qu'elles sont un peu tôt, elles ne sont pas arrivées tôt. D'accord. Et vous devez vous réveiller tôt pour donner les informations au peuple béninois. C'est très important. Merci, agréable journée, bon dimanche. Merci, à vous aussi, pour votre passage ce matin donc sur Radio Cotonou et sur l'émission Parole aux citoyens. On revient au studio avec vous, Monsieur Balou Étienne. Vous êtes du HCPC. Nous vous recevons donc. Vous êtes chef du service des études, de la formation et du suivi évaluation de cette institution. Vous avez noté les questions comme nous. Je vous laisse la main. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord remercier les différents intervenants pour la qualité de leurs interventions. Je voudrais d'abord je vais commencer par monsieur Akpovi. Ah, d'accord. Il n'est jamais, je voudrais toujours lui dire qu'il n'est jamais tard. C'est ça. Il n'est jamais tard parce que le Haut Commissariat à la prévention de la corruption a démarré son opérationnalisation l'année dernière. Nous venons tout juste de faire une année et c'est la première élection à laquelle nous voulons participer en tant qu'institution. Et je voudrais également le rassurer de ce que le dispositif tel que prévu comporte une grande phase de communication dans les médias. Donc, au-delà de ce que nous voulons faire assurer nos séances par la presse, il est prévu que les différentes équipes qui ont été mobilisées pour aller sur le terrain devront communiquer au niveau des radios communautaires dans chaque commune, puisque nous en avons, selon les documents que nous avons reçus de la Fédération des radios communautaires, la FERCAB, il y en a 54 sur toute l'étendue du territoire. Donc, pratiquement une radio communautaire par commune. D'accord. Et les acteurs que nous avons au niveau de chaque commune sont des fils et des filles de chaque localité, donc qui comprennent les langues de cette localité et qui nous aideront à passer le message. Cela est important à dire, donc nous allons utiliser massivement les radios communautaires pour faire en sorte que le message que nous aurons à passer peut-être dans les salles de maison des jeunes, au niveau des salles de réunion des mairies, etc., que cela soit relayé au niveau de la radio locale pour faire en sorte que les populations, les citoyens qui n'ont pas pu se rendre à ces différentes séances puissent écouter le message que le HCPC leur a apporté dans leur localité. Donc je voudrais le rassurer par rapport à ça. Et l'objectif ultime, je l'ai déjà dit au début, c'est de faire en sorte qu'effectivement, nous arrivions à avoir un processus qui finisse par une fête, une célébration. Que vraiment l'élection, que nous puissions au soir de l'élection présidentielle... Parce qu'il parle d'élection festive. Voilà, l'élection festive, nous sommes dans notre pays, nous n'avons que notre pays et nous voulons vivre paisiblement, tranquillement dans notre pays comme nous l'avons fait depuis des décennies dans ce pays. Ça serait une fête et pour que cela soit une fête, cela dépend de lui, cela dépend de moi, cela dépend de chaque acteur, que ce soit des acteurs politiques ou de tous citoyens. Cela est important à souligner.
par rapport à celle à M. Ayonou, qui disait que est-ce que nous pensons que ces seules campagnes suffiraient pour éradiquer la corruption? C'est une question de... C'est la pédagogie. Nous avons démarré un processus et nous irons progressivement d'année en année, et c'est progressivement que nous pouvons engranger des résultats. Parce que quand nous parlons de lutte contre la corruption, on ne peut pas par une seule action éradiquer la corruption. C'est même une vue de l'esprit. Ce serait trop penser, trop dire que de parler d'éradication. Mais nous allons parvenir quand même à réduire sensiblement la corruption, puisque là où il y a un être humain, qu'on soit dans un pays développé ou dans un pays en voie de développement, tant qu'il y a une personne humaine, un être vivant, il y a possibilité de distorsion. Il y a possibilité de vouloir tordre le cou à des processus, à des valeurs, à des normes. Donc, cela est important à souligner. Donc, nous avons entamé un processus. Nous allons amplifier cela d'année en année. En ce qui concerne les ressources humaines, comme je l'ai eu à le dire, nous avons au niveau du Haut Commissariat un personnel réduit. Mais c'est pourquoi justement nous nous sommes appuyés sur des acteurs. Et pour le rassurer, je voudrais lui dire que nous nous sommes appuyés sur les cellules de participation citoyenne, qui sont des regroupements d'OSC, d'associations de développement et autres, au niveau de chaque commune. Pour pouvoir identifier les relais. Voilà, des relais. C'est sur ces bases que nous avons identifié les relais sur lesquels nous allons nous appuyer pour faire le travail, et c'est ce qui nous permet de couvrir l'entièreté du territoire national. Sinon, nous ne pouvons pas avoir tout l'effectif au niveau central pour aller dans les 77 communes. Vous avez parlé, monsieur Taoufik. On reste avec Ayonou Lucien là. Il a parlé de lutte rétroactive, il parle de HCPC à double vitesse, des cadavres donc qui sont dans les placards que vous avez oubliés. Non, il n'y a rien qui soit à double vitesse. Je voudrais le rassurer, j'ai eu l'occasion de le dire ici. Nous sommes en train de travailler, que les gens soient vraiment patients et nous laissent travailler. Nous n'avons pas d'a priori sur un type de dossier à traiter ou bien à ne pas traiter. Donc que les gens soient patients. Si les dossiers sont restés là depuis des décennies avant nous, que les gens soient patients, que nous prenions le temps de les gérer, de communiquer autour. Cela ne veut pas dire que nous avons déjà placé cela que ces dossiers sont déjà passés en perte et profit à notre niveau. C'est pas du tout de ça il s'agit. Donc nous avons le regard sur tout ce qui existait dans les placards. Le HCPC travaille avec méthode et avec efficacité. Que les gens soient patients et nous laissent travailler en n'ayant pas d'a priori sur nous. Cela est important à souligner. Voilà. Taoufik Aklopano. Ok, monsieur Taoufik, il a demandé quel est le menu de la sensibilisation. Notre sensibilisation s'adresse à tous les acteurs, que ce soit les acteurs institutionnels, c'est-à-dire quand nous parlons d'acteurs institutionnels, nous voulons parler des institutions, sinon de l'institution à charge de l'organisation de la Sénat. Nous voulons également parler également des institutions à charge de gérer les contentieux de chaque type d'élection, selon qu'il s'agit de l'élection présidentielle, c'est la Cour constitutionnelle ou c'est la Cour suprême, selon qu'il s'agit des élections communales. Donc, et appeler chaque acteur à faire preuve de responsabilité, à travailler en toute légalité, à faire en sorte de respecter le droit. C'est vraiment important à souligner. Et à l'égard, par exemple, des partis politiques, nous avons l'obligation d'attirer leur attention sur la nécessité de respecter le calendrier édicté par la Sénat, respecter la période légale de campagne. Parce que c'est important. Parce que généralement, qu'est-ce que nous constatons? Les gens violent très souvent ce que nous appelons le silence, le jour du silence électoral. Parce que nous devons, par exemple, pour contextualiser avec l'élection législative, les campagnes doivent prendre fin le 9. Et le 10 est le silence électoral, où personne ne doit battre campagne sous quelque forme que ce soit. Donc, nous devons amener les partis politiques à respecter cela. Nous devons également amener les partis politiques à respecter les biens publics, à ne pas s'abstenir d'utiliser les attributs, biens ou moyens de l'État pour pouvoir battre campagne. Ça, là, c'est vraiment important à souligner. Et qui est équité également dans les médias. Dans l'accès aux médias, donc s'assurer de respecter l'accès équitable aux organes de communication audiovisuelle publics ou privés conformément aux règles éditées par la HAC. Donc voilà ce que nous voulons dire. Ça, quand on va rentrer dans la dynamique même de l'élection, par exemple les directeurs au niveau des structures étatiques, même des ministres,
Parce que dès qu'on a parlé de la candidature du ministre d'État, Romuald Wadani, il y a certains qui sont montés au créneau pour dire qu'il doit démissionner et autres. Tout ça, oui. Donc, au moment opportun, vous pourrez dire, monsieur le ministre, mettez-vous de côté de l'administration. Je pense que c'est une autorité très responsable et qui est consciente quand même des enjeux. À un moment donné, il faut quitter là. Consciente des dispositions qui existent. Donc, je pense qu'il ne nous revient pas à nous en tant que Haut Commissariat de lui dire, de lui dicter sa conduite. Nous savons que c'est une autorité assez responsable qui est consciente quand même de l'enjeu, qui est consciente quand même des dispositions légales en la matière et que le moment venu, chaque acteur pourra prendre ses responsabilités. Donc, cela est important à souligner. D'accord. Et Taoufika Kloko, on cherche donc les premiers acteurs de la corruption, d'autant plus que ce sont eux qui envoient donc les pauvres dans les bureaux de vote avec leur téléphone pour ramener donc la capture d'écran. Je vais vous dire ceci. Oui. Il est interdit de rentrer dans les bureaux de vote avec le téléphone. Voilà. Donc, cela... Il est important de le dire parce que nous tous, nous sommes fils de ce pays et nous sommes conscients des manœuvres possibles que les gens pourraient utiliser à partir de ce téléphone pour donner la preuve matérielle de ce qu'ils ont voté pour un tel ou bien pour tel autre. Et je voudrais dire, quand nous prenons des premiers acteurs, nous avons le focus sur les acteurs politiques, les responsables des partis politiques, etc. C'est vrai. Mais nous, au niveau du Haut Commissariat, nous voulons attirer l'attention du citoyen là-dessus. Parce que comme j'ai eu à le développer tout à l'heure, chacun sera mis en face de ses responsabilités. Ceux-là qui le font parce qu'ils ont été poussés à le faire par leur leader répondront de leur forfait devant la loi. C'est de ça il s'agit. Donc, si nous faisons l'emphase sur les acteurs, nous disons c'est les premiers responsables, et que nous nous dédouanons en tant que citoyens, le moment venu, nous serons également... Nous sommes tous responsables. Nous sommes tous responsables. Ça, c'est un message important à passer. Paul Chaudaton, lui, il vous a accompagné donc dans la sensibilisation. Oui, tout à fait. Et voilà. Donc, Sébastien Nyokhosou, et il cherche le HCPC dans les élections, en dehors de tout ce qu'il y a déjà comme dispositif. Il va plus loin, il dit que c'est des dépenses que vous aurez donc fait supporter encore à la caisse. Qu'est-ce qu'il dit? Merci beaucoup. Ça vous dit quoi? C'est ne rien connaître de ce qu'on appelle le Haut Commissariat, du rôle du Haut Commissariat. Du Haut Commissariat, que de parler ainsi. D'accord. Nous ne venons pas en complément des autres. Nous travaillons conformément aux textes qui portent notre création. C'est de cela qu'il s'agit. Autant les autres sont dans leur couloir, conformément à leurs attributions pour travailler, que les gens nous laissent également travailler dans notre registre de prévention. Les autres, quand nous parlons de Sénat, la Sénat organise les élections. La Cour constitutionnelle est là pour gérer le contentieux, etc. Les autres acteurs, la société civile fait la veille. Pourquoi est-ce que la société civile va faire la veille et nous, en tant qu'institution, on va nous charger de prévenir, on va nous demander de ne pas faire notre travail. Non, nous sommes assez responsables et c'est par rapport à ça que nous avons pris l'initiative d'aller sensibiliser les citoyens sur le terrain. D'accord. Contrôle des hommes politiques, comment trouver les preuves? Comment vous allez faire? Oui. C'est eux les instigateurs. Oui. Moi, je pense de beaucoup que à travers les relais que nous avons sur le terrain, à travers nos yeux et nos oreilles que constituent ces relais sur le terrain et qui vont se fondre dans la masse. S'il y a des actes de corruption, on finira forcément par en trouver quelque part, s'il doit en avoir. Parce que nous, je le réaffirme, nous ne partons pas avec un a priori pour dire forcément il y aura corruption. Mais nous devons également faire le suivi pour nous assurer qu'effectivement il n'y a pas eu corruption. C'est pourquoi ces relais existent à la base. Peut-être que c'est le frère d'à côté qui n'a pas pris qui vient dénoncer. Oui, mais de toute façon, l'essentiel c'est que la preuve, que nous ayons la preuve. C'est ça. Le plus important, c'est de cela il s'agit. Voilà. Ok. Liamidi Koumagnon, lui, parle de dossier Malekhossou, marché public non réalisé, et tout ça, bon, il ne voit pas encore le HCPC. Hein. Je ne maîtrise pas le dossier Malekhossou dont il a parlé. Non, le dossier dont il parle, si je comprends bien, pour rappeler que l'honorable Malekhossou était monté au créneau, il me semble, vers la fin de l'année passée ou au début de cette année, pour
suite au discours, au message du président de la République sur l'état de la corruption, sur l'état de la nation, pardon, nous sommes habitués à parler de corruption, sur l'état de la nation, pour attester de ce que le passé honteux dont il s'agit des pratiques qui avaient lieu, par exemple, dans le domaine des marchés publics. Effectivement. Donc, il ne nous voit pas. Je voudrais le rassurer que le Haut Commissariat à la prévention de la corruption travaille avec méthode. Le Haut Commissariat a amorcé un partenariat institutionnel avec l'autorité de régulation des marchés publics. À travers ce partenariat, il y a un certain nombre d'informations auxquelles nous allons accéder. Il y a un certain nombre de dossiers auxquels nous allons accéder. Et sur ce champ, parlant de marché public où se brassent des milliards et des milliards, le ACPC, c'est un nid important et nous devons, au niveau du Haut Commissariat, de nous intéresser à ça. Et nous avons un programme de nous intéresser sérieusement à ça pour faire que ce secteur, quand même qui prend un pourcentage élevé des dépenses publiques annuelles, que cela soit débarrassé de la corruption et que les acteurs méritants puissent gagner vraiment les marchés, les mettre en œuvre conformément à leur cahier de charges pour que effectivement on n'assiste plus jamais à des éléphants blancs dans notre pays. Cela est important à dire. D'accord. Et les actions nocturnes, comment vous allez faire pour lutter contre ça? Les actions nocturnes. Par rapport, la nuit, quoi. Bon, la nuit... Ce que les hommes politiques font la nuit. Ce qu'ils font la nuit, nous avons... Même en plein jour, parce qu'il a dit baptême, mariage, communion, tout ça, les acteurs politiques sont là à donner de l'argent aux familles et à soutenir ces choses-là, parce qu'en retour... Je pense qu'en vérité... Vous n'allez pas dire non, je pense que le code... non, les actions sociales ne sont pas interdites. Mais toute somme... C'est-à-dire que si je participe, j'assiste, c'est vrai que les hommes politiques ont toutes sortes, peuvent utiliser beaucoup de manœuvres. Ça, là, on il achète peut-être médicaments mais aux malades. Les manœuvres tendant à influencer ou à amener un électeur ou un groupe d'électeurs à voter dans un sens ou dans l'autre sont interdits 3 mois avant les élections. Donc, aller participer à un baptême au niveau local, au niveau de sa circonscription, pour faire don de quelque chose, etc., ce sont des pratiques qui sont refusées. Donc, normalement, c'est vrai qu'ils sont fils de la localité. On ne peut pas leur interdire de ne pas participer au baptême. Un animateur aussi qui est à côté, là, qui prend le micro, donc qui fait l'ovation. On ne peut pas, mais il faut faire la différence entre participer à parce qu'on ne peut pas les couper de leur réalité sociale. C'est ça. Mais il faut faire la démarcation entre assister à un baptême ou poser des actes qui seront constitutifs de corruption ou bien de fraude électorale. Je pense que la nuance, il faut pouvoir faire la nuance et ne pas dire forcément que parce que un tel est descendu au niveau de sa circonscription ou bien dans son village et qu'il a participé à tel événement social que c'est de la corruption ou bien de la fraude électorale. Je pense qu'il ne faut pas avoir systématiquement cette vue-là. C'est ça. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Message à l'endroit des institutions de la République. Nous tendons vers la fin. Merci beaucoup. Vous allez donc au cas par cas, je vais vous relancer là-dessus. Merci Maintenant, je m'intéresse d'abord aux institutions qui sont vraiment impliquées, y compris vous. Quel est le message? Voilà. Le message, c'est de dire, en ce qui concerne d'abord la Sénat, la Sénat qui est en train de déployer son calendrier, qu'il a rendu public depuis des mois. Bon, c'est vrai que ces derniers jours, ils ont dû rallonger d'une semaine. Ils ont demandé une autorisation au niveau de la Cour qui leur a concédé cela par rapport au dépôt des dossiers pour l'élection, pour les législatives. Sinon, jusque-là, le calendrier est tenu, le calendrier est respecté et je pense que les pas qui doivent être posés par cette institution sont posés à terme échu. Donc, je pense que les choses sont en train d'aller dans le sens voulu. Les autres institutions sont également là et travaillent. L'essentiel est que chacun, selon la compétence que lui a été dévolue, que ce soit par la Constitution ou par la loi, puisse faire son travail dans les règles de l'art, ayant en tête le respect de la légalité, le respect de la Constitution et l'intérêt général. C'est vraiment important. Ça, c'est les institutions. Maintenant, quand nous prenons les partis politiques, j'ai eu à le dire tout à l'heure, les acteurs politiques ont un grand rôle, un rôle majeur, puisque les partis politiques, c'est eux qui sont investis de la charge d'animer la vie politique. Et à cet égard, dans le processus électoral, ils ont l'obligation
une responsabilité par rapport au contenu de leur message. D'accord. Au contenu de leur message qui doit être un message responsable. Quel est le discours qu'ils tiennent vis-à-vis de leur public, vis-à-vis de leur électorat, vis-à-vis de leurs militants à la base? Parce que c'est ça que les militants vont suivre. Donc, nous devons avoir des partis, nous voulons avoir des partis politiques. Il est à souhaiter que nous ayons des partis politiques qui tiennent un langage vraiment de paix, un langage de cohésion et de patriotisme qui amène les uns et les autres, y compris leur électorat, à dire faisons les choses normalement. C'est pas le désir de vaincre, c'est pas le désir de gagner qui va nous amener à porter des actes répréhensibles. Donc, les partis politiques sont appelés à sensibiliser eux-mêmes. Est-ce que vous irez les voir? Non, de façon directe, nous n'irons pas les voir. Mais ce qui est certain, à l'occasion de nos séances sur le terrain, leurs membres qui sont des citoyens, puisque nous avons des séances qui sont ouvertes. D'accord. Nous n'avons pas aura des militants. Il y aura des militants. Ils sont libres de venir. Ils sont libres de venir, puisque quand nous parlons ce sont des citoyens avant d'être militants de parti. Tout à fait. Les séances que nous organisons sur le terrain sont des séances qui sont ouvertes à tout citoyen lambda qui veut venir, y compris les militants de partis politiques. Donc, à cette occasion, les messages de paix, les messages de respect de la légalité, de respect de l'intérêt général, de la préservation de l'intérêt général, ce seront des messages que nous allons véhiculer à cette occasion. Et ça va contrebalancer un certain nombre, peut-être s'il y avait des velléités de la part de leur leader, cela va contrebalancer un certain nombre de choses. Et je crois que au travers également de la communication médiatique que nous allons faire au niveau local et au niveau national, nous allons pouvoir nous adresser également à ces leaders pour faire en sorte qu'ils aient vraiment des messages responsables vis-à-vis de leur électorat à la base, pour faire en sorte que ces citoyens-là puissent adopter des comportements intègres, des comportements vertueux et pacifiques tout au long du processus. Message à l'endroit des électeurs. Merci beaucoup. Là, vous allez me permettre vraiment d'être beaucoup plus détaillé. Allez-y. Vous savez, comme je vous l'ai dit tantôt, le Haut Commissariat a fait des citoyens à la base, une préoccupation, son cheval de bataille. Comment éduquer le citoyen? Parce que nous, au niveau de notre déploiement stratégique, nous pensons que si nous arrivons à éduquer le citoyen, nous arriverons à avoir une société responsable, à avoir une bonne société. À partir d'une bonne société, nous aurons de bonnes institutions. À partir de bonnes institutions, nous aurons une communauté nationale qui va fonctionner dans les règles de l'art. C'est pourquoi nous faisons l'emphase sur les citoyens. C'est pourquoi nous allons à la rencontre des citoyens. D'accord. Lors de cette campagne que nous allons démarrer demain le 10. Donc, je voudrais séquencer mon intervention à l'endroit des électeurs à deux niveaux. Pendant la campagne électorale qui va s'ouvrir dans les semaines à venir, l'électeur doit chercher à s'informer et à vérifier. Il doit chercher à prendre connaissance du programme des candidats aux différentes élections. Quel est le contenu du programme qu'ils sont en train de nous proposer? C'est ça qui est le plus important. Ce n'est pas l'argent éventuel qu'ils vont amener qui importe. Non. Parce que comme nous l'avons dit, vendre ton vote, c'est vendre ton avenir. Donc ce qui doit guider, ce qui doit présider, ce qui doit préoccuper l'électeur, quel est le contenu du programme des partis politiques ou bien des candidats aux différentes élections? C'est ça qui doit les préoccuper. C'est important. Il faut vérifier la crédibilité des informations. Dans quelle sauce on sera mangé? Dans quelle sauce on sera? C'est ça qui doit nous préoccuper. Parce que nous parlons aujourd'hui d'élections générales. Après 2026, c'est 2031. Silence radio jusqu'en 2031. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui qu'il faut être regardant. Ce que nous disons, ce que les acteurs disent qu'ils doivent faire, c'est ça qui doit nous préoccuper. Que nous, en tant que citoyens, chaque citoyen doit pouvoir analyser. Il faut choisir de bons députés maintenant. Pour s'assurer d'avoir de bonnes lois demain. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Si vous ne choisissez pas de bons conseillers aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous assurer d'une bonne gestion des collectivités territoriales demain. Donc, c'est vraiment important que le citoyen, pendant la campagne, il doit s'informer et vérifier. Deuxième chose, il doit respecter les opinions. Parce que, comme vous le savez, il y a plusieurs partis qui vont compétir et tout ça. Et chacun voudra gagner. C'est légitime. C'est une prétention légitime. Donc, le citoyen doit faire preuve de tolérance et de retenue lors des campagnes. Même s'il n'est pas d'accord avec l'opinion d'un tel ou d'un tel autre parti, il doit
pouvoir être tolérant. S'il ne veut pas rester, s'il ne veut pas l'écouter, il est libre de ne pas participer à la réunion politique. Il n'est pas obligé de participer à la campagne. Que ton message me plaît ou pas, voilà. Je permettrai à ce que tu puisses livrer ce message. Que tu puisses livrer ce message. Donc, je ne vais pas aller violenter ou créer des troubles parce que tel parti vient dans telle localité, il y a telle réunion politique à tel moment. Je crée un attroupement, je crée un climat de psychose et nous allons avec des gros bras aller créer de troubles à cet endroit. Je crois que nous devons pouvoir respecter les divergences d'opinion politique des uns et des autres. Il nous reste une minute. Une minute. Oui. Et nous devons, ce qui nous préoccupe également, nous devons éviter la corruption. Donc le citoyen doit refuser les dons, libéralité ou faveur. Le jour du scrutin maintenant, puisque nous n'avons qu'une minute, chacun doit voter personnellement. Chacun ne doit pas, on ne doit pas selon sa conscience. Selon sa conscience. Chacun doit respecter l'ordre. Chacun doit garantir le secret du vote. On ne doit chercher à savoir ce que l'autre a voté. Est-ce qu'il a voté pour mon candidat ou bien il est en train de voter pour mon s'intéresser à déjà ça, c'est d'avoir une idée bizarre, une idée de corruption. Oui. Il est interdit de faire la propagande le jour du vote. Il est interdit de faire et la propagande peut être faite au travers d'un message ou au travers peut-être même du port d'une tenue. Ça là, c'est interdit par le code, le code électoral. Donc nous devons pas faire de chapeau d'un candidat dans le bureau de vote. Pas du tout. Il n'y a rien de tout ça. Donc nous appelons au centre de responsabilité de chaque citoyen pour faire en sorte que au soir de votre mot de fin, en 30 secondes. Notre mot de fin, le mot de fin du Haut Commissariat, notre vision, c'est d'arriver à amener chaque citoyen à exercer son droit de vote en toute intégrité, en toute responsabilité et de façon pacifique pour que le Bénin sorte grandi au terme de ce scrutin. Merci beaucoup. Monsieur Étienne Badou, vous êtes le chef du service des études de la formation et du suivi, évaluation au commissariat à la prévention de la corruption HCPC. À nouveau, merci pour votre passage sur cette émission. Franc-parler, fidèles auditrices et auditeurs de Radio Cotonou, merci à vous aussi pour l'écoute et la participation. Était à la mise en onde de cette émission Gisela Agbangba, à la prise de vue Job Chikpe, à la présentation Benjamin Honoré Naoum. Restez câblés, 94.3 et bonne suite de programme sur nos antennes. Merci. Population de Cotonou, elle est là. Radio Cotonou. Votre radio est là. Restez désormais câblés sur la 94.3. Radio Cotonou, la voix des Cotonois.